Bonjour chers DG à la maison et bienvenue à un autre épisode de MLC Fort, un spécial Deadline. Ledge, votre humble serviteur, toujours prêt à vous servir et fidèlement accompagné, cette année encore, comme à l'habitude, de mon homologue Champ. Bonsoir Champ. Salut Ledge. Comment ça va? Ça va super bien. Prêt pour ce spécial Deadline? Et il faut bien être prêt pour le deadline. Oui, en ce 28 février, en fait, la date butoir des transactions de la Ligue nationale de hockey vient de se terminer et ce fut relativement lamentable. En fait, ça a été à tout le moins plate. Ben, on a été chanceux d'au moins écouter seulement les 2 dernières heures. Puis il mentionnait, on écoutait TSN, RDS, puis il mentionnait comme quoi il devait parler des Oscars tellement qu'il n'y avait rien à parler. Donc effectivement, c'était vraiment oui, pas ils ont très très bien improvisé. Avec de la chance, peut-être dans la Money League, ce sera pas le cas, quoique la tendance qu'on a retrouvée dans la Ligue nationale de hockey par rapport aux transactions qui se font avant la date limite des transactions, c'est quelque chose qu'on voyait déjà dans la Money League et qui semble encore se reproduire cette année. Ton analyse là-dessus? Ben, depuis longtemps, c'est comme ça dans les ligues. Évidemment, on sait le cap salarial, ça fonctionne pas de la même manière dans la Ligue nationale que dans la Money League. C'est-à-dire, évidemment, eux font un système que chaque journée compte sur le nombre d'argent que tu dépenses. Donc, tu te retrouves finalement à la date limite avec beaucoup plus d'argent libre pour seulement le dernier quart de la saison. Tandis que dans la Money League, tu as 60 millions aujourd'hui, tu as 60 millions, supposons que 60 millions est le maximum. Tu ne peux pas aller à 70 millions une moitié d'année, à 50 et dire finalement ça a coûté 60 millions en moyenne. Donc, pour moi, là, c'est la raison même qui explique la différence même entre les deux ligues. Mais tout de même, on le sait que cette année, c'est une grosse année de transition avec le nouveau simulateur. Il y a des choses à ajuster. Et d'ailleurs, ça viendra un petit peu plus tard dans l'émission. On va avoir quand même un nouveau bloc, en fait, avec les différents changements dans la Ligue. Restez bien à l'écoute pour ça. Entre-temps, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du deadline dans la Money League? Qu'est-ce que tu penses qui va se produire? Ben, je pense que cette année, on va voir beaucoup moins de changements que l'année passée. Pourquoi? Moi, il y a 2 phénomènes qui expliquent ça. Le premier, c'est un phénomène assez simple, c'est-à-dire on en est à la 7e saison. La plupart des directeurs gérants savent déjà où aller. Alors à ce moment-là, ça fait en sorte que, évidemment, moins de mouvement. On sait un nouveau directeur gérant souvent apporte une nouvelle image de sa formation. Alors quand ça fait 7 ans que tu es à la barre d'une formation, ça change là la donne. Le deuxième élément, c'est que on assiste un peu à une parité quand même relativement serrée. Je dirais c'est une bonne parité. Par contre, les équipes qui sont au bas du classement sont de bonnes équipes en général qui, eux, aspirent dès l'an prochain à retourner dans les séries. On sait cette année, le simulateur a fait en sorte que quelques équipes se sont retrouvées là où elles ne devaient pas, peut-être pas nécessairement être. Alors ça fait en sorte que les bonnes équipes ne veulent pas liquider parce qu'ils ont connu seulement qu'une mauvaise saison. Oui, exactement. Il y a plusieurs formations. On n'a qu'à penser aux Maple Leafs de Toronto, aux Capitals de Washington dans l'Est. Dans l'Ouest, ben, les Sharks de San Jose, encore une fois, ont de la difficulté à se hisser dans les séries éliminatoires. Même les Ducks ont connu beaucoup de déboires pendant longtemps. Maintenant, ils se sont classés dans les 8 premiers, mais ils sont sûrs de rien, eux non plus. Voilà. Donc, il y a plusieurs très bonnes formations sur papier qui se retrouvent exclues des séries presque de façon certaine dans certains cas. Et ça fait en sorte que ces équipes-là, étant donné qu'ils veulent rebondir en fait l'année prochaine, seront peut-être pas aussi vendeurs que qu'est-ce qu'on aurait pensé. Non, ça c'est évident. Et dans un tout autre ordre d'idée, en fait, les équipes qui, eux, se retrouvent au bas du classement, mais c'est la place auquel on devrait les retrouver, eux n'ont pas nécessairement les éléments en place pour pouvoir transiger. Exactement. Là, on rentre dans une catégorie, c'est-à-dire des personnes qui désiraient peut-être vendre, mais qui malheureusement, leur effectif, souvent, bon, on n'a pas beaucoup d'effectifs, et en plus, les bons effectifs qu'on a, ben, en temps normal, ce sont des jeunes. Oui. Donc à ce moment-là, on ne veut pas liquider un jeune. Et moi, pour moi, le premier exemple qui me vient en tête, c'est la dernière place de la Money League, les Oilers d'Edmonton. Bon, les Oilers, une formation évidemment qui se cherche, ou plutôt qui patiente pour bien, parce qu'elle ne se cherche pas nécessairement, c'est normal dans son processus. Je regarde les meilleurs éléments, surtout du côté de l'attaque. On a André Kostin, Travis Zajac et James Neal. Bon, c'est les 3 meilleurs et de loin. Alors, pourquoi tu vas échanger un joueur comme ça qui a 25 ans et moins pour un choix au repêchage? Non, c'est un non-sens. Donc à ce moment-là, il y a des formations comme les Oilers qui ne peuvent pas bouger. Oui, peut-être un Fernando Pisani pourrait être le joueur convoité à Edmonton. Il y a 4 ans, peut-être intéressant aujourd'hui. Ah, c'est pas nécessairement le même joueur qu'autrefois. Non. Il y a d'autres formations toutefois qui, eux, pourraient être déjà un petit peu plus vendeurs. On a qu'à penser peut-être aux Stars de Dallas pour avoir quelques noms à transiger. Là, tu nommes une bonne équipe. Pour moi, les Stars de Dallas, c'est peut-être l'équipe qui pourrait le faire le plus d'argent, guillemets, là, quand je dis d'argent, c'est prendre un peu là, le plus de pouvoir par rapport à ses effectifs. Parce que pour moi, le fait que, bon, c'est un marché qui a beaucoup d'acheteurs et peu de vendeurs fait en sorte qu'évidemment, on sait, hein,
Le marché est ainsi. Alors à ce moment-là, Dallas pourrait vraiment soutirer le maximum de ses joueurs. Je pense à des joueurs comme David Legwand, Martin Erat, il y a également R.J. Hamburger. Donc ce genre de joueurs-là qui ont environ 30 ans, donc qui représente en plus une addition pour les futures années des équipes. Alors on pourrait peut-être débourser des choix de première ronde et des bons jeunes pour les Stars. Oui, il y a des équipes dans les deux conférences également. On n'a qu'à penser dans l'Est aux Canadiens de Montréal, également peut-être aux Panthers aussi de la Floride, qui eux se retrouvent en ce moment à environ 5-6 points de pouvoir se placer en série. Donc eux seraient assurément acheteurs. Tandis que les équipes qui se retrouvent juste en bas là, de cette fameuse ceinture, on n'a qu'à penser aux Hurricanes, aux Bruins, oui. Également aux Maple Leafs, aux Penguins, aux Capitals. Est-ce que tu les vois plus comme vendeurs? Ben, dans le cas de Boston, on connaît un peu ses tendances. C'est un joueur, un directeur gérant qui aime bien échanger et je ne le vois pas nécessairement liquider ses joueurs. C'est vraiment quelqu'un qui cherche à être compétitif année après année. Dans le cas des Hurricanes, on sait que le directeur gérant fait une cure de rajeunissement, alors il n'y a pas beaucoup de vétérans qui restent. Un joueur comme Ron Hainsey, je sais, est disponible actuellement. Alors c'est quand même une belle prise. On parle d'un excellent quatrième défenseur dans la Money League. Alors à ce moment-là, ça peut être un joueur intéressant. Pour les Panthers, le DG l'a déjà dit, malgré qu'il est 10e actuellement et à 5 points des séries, il ne fera aucun mouvement et même peut-être un peu liquider quelques effectifs. Dans son cas, c'est une année Cendrillon d'être 10e. Alors je ne m'attends pas à voir grand-chose. Mais pour Pittsburgh, il y a Alexander Steen de très intéressant. J'ai pu parler au directeur gérant aujourd'hui. Il m'a dit non, Steen ne bouge pas pour l'instant. Alors, Steen est vraiment peut-être la pièce la plus intéressante de son équipe, mais à 26 ans encore là, pourquoi l'échanger? À moins d'avoir peut-être un très bon choix de première ronde, ça pourrait changer. Et est-ce qu'une équipe comme les Flyers de Philadelphie, qui en ce moment se situe au 8e rang, pourrait être tentée d'aller se renforcer pour peut-être même pouvoir passer quelques rondes en série? Ben, dans le cas des Flyers, moi j'ai beaucoup aimé les mouvements qu'on a fait cette année. On parle de Joe Thornton et Yaron McGinley dans la même saison, c'est vraiment énorme. Alors on a un premier trio là, qui peut faire des ravages. Alors pour les Flyers, moi je pense que c'est déjà mission accomplie. Peut-être un dernier ajout parce que je sais que souvent le directeur gérant Girard aime ça, aller chercher un dernier effectif. C'est possible, mais je pense que 80 à 90% des choses ont été faites à Philadelphie. Et il y a 2-3 équipes dans l'Est qui me viennent à l'esprit quand je pense à des équipes qui connaissent vraiment une très très belle progression, une belle année. Premièrement, la première équipe dans l'Est, les Sénateurs d'Ottawa, qui ont vraiment connu une belle éclosion cette année, se retrouvent au premier rang, ont des très bons effectifs déjà. Est-ce que tu penses qu'ils seraient prêts à peut-être prendre le risque de briser sa chimie pour aller chercher d'autres éléments en se disant c'est peut-être l'année ou jamais pour pouvoir aller chercher, convoiter les grands honneurs? C'est une question intéressante que tu poses là. Moi, je pense que dans le cas de Martin, pour lui parler relativement souvent, c'est un directeur gérant qui aime bien jouer avec ses trios et je ne pense pas que ce soit dans son intérêt actuel de changer cette fameuse chimie-là. D'autant plus que sa formation, disons-le, ne figure pas nécessairement réellement au premier rang, c'est-à-dire par rapport à ses effectifs. Alors, si tu tentes d'aller chercher peut-être un joueur et qui brise cette chimie-là, et en plus tu as donné de ta relève, ça fait vraiment mal. Alors dans le cas d'Ottawa, non, je ne pense pas qu'il va bouger. La deuxième équipe dont je parlais également, c'est les Rangers de New York qui ont très très bien commencé la saison, se retrouvaient pratiquement, ils se retrouvaient au haut du classement et maintenant continuent quand même de se maintenir, descendent un peu mais se retrouvent maintenant au 6e rang dans l'Est. Les Rangers de New York ont annoncé que Marc Savard était disponible. Alors Marc Savard, 33 ans, beaucoup de problèmes de commotion cérébrale, on le sait, là c'est un phénomène quand même grandissant malheureusement dans la Ligue nationale. Alors à ce moment-là, je me demande, on sait qu'il veut l'échanger, il dit qu'il cherche un joueur contre, mais on s'entend. Marc Savard a de superbes cotes. Si tu dis je le mets sur le marché, je ne pense pas que tu vas nécessairement aller chercher un joueur du même talent. Non. Alors dans le cas des Rangers, ça semble être peut-être y aller de on va profiter des séries, mais sans plus. Hein? On n'ira pas chercher peut-être ce vétéran-là pour nous amener plus loin.